Sur le long terme, les portefeuilles diversifiés ont jusqu'à 3% de rendement en plus par rapport aux portefeuilles non diversifiés. 3% par an. C'est plus de 30% sur 10 ans et plus de 50% sur 15 ans. La raison pour ça, j'ai envie de dire qu'elle est double. D'abord, un portefeuille bien diversifié, c'est généralement plus solide. En fait, c'est un peu comme souscrire une assurance pour ton argent. En répartissant tes investissements dans différentes classes d'actifs, tu te protèges contre les aléas des marchés. Et du coup, si une classe d'actifs connaît une mauvaise période, et ben les autres peuvent compenser. Et puis généralement, quand tu es diversifié, tu as des actifs plus risqués, certes, mais avec des rendements bien plus intéressants. Tu me diras en commentaire si je me trompe, mais si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que la bourse et l'immobilier composent la plus grosse partie de ton portefeuille. Je dis ça parce que statistiquement, la majorité des portefeuilles en sont essentiellement constitués. Alors si tu me connais pas déjà, moi c'est Emmanuel. J'investis entre autres en crowdlending depuis à peu près 6 ans et ça me rapporte jusqu'à 12% par an. Sur cette chaîne, on fait un peu le tour de tout ce qui touche à l'investissement en crowdlending et je te partage mon expérience pour investir intelligemment dans ces classes d'actifs et gagner de l'argent tous les mois. Si tu veux voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je t'invite à t'inscrire en bas, il y a un lien dans la description. Je te montrerai ma stratégie concrètement et surtout toi comment tu peux l'adapter facilement à ton profil. Alors, dans cette vidéo, ce que je vais te proposer, c'est de comparer quelques classes d'actifs alternatives à ces deux domaines que sont la bourse et l'immobilier et on va se faire une petite réflexion pour savoir quelle est la meilleure classe d'actifs pour diversifier son portefeuille. Alors ici, je vais faire exprès de pas aborder des trucs comme les PEA, les comptes titres, les fonds en euros sur assurance vie, etc. Parce que ça, c'est directement corrélé au marché financier. Moi là, ce que je te propose, c'est de s'en éloigner pour aller regarder des actifs qui, justement, n'en sont pas ou peu influencés. Alors des types d'investissements alternatifs, t'en as quelques-uns, genre le crowdlending, forcément c'est mon dada, le private equity, les crypto-monnaies, les métaux précieux, les matières premières, le vin, l'art, les forêts, etc., etc. Pour faire une vidéo digeste, je vais pas faire tout le tour et je vais m'arrêter arbitrairement sur 3-4 d'entre elles. Donc on va regarder un peu le private equity, autrement appelé le capital investissement, les crypto-monnaies, les métaux précieux et bien évidemment le crowdlending. Et on va les comparer un peu sur la base de critères tels que le niveau de corrélation à l'immobilier et au marché financier, le rendement potentiel, la volatilité et le risque, la liquidité et la barrière à l'entrée. Alors si tu connais pas le private equity, en gros, c'est le fait de prendre des participations dans des entreprises non cotées en bourse pour accompagner leur croissance et l'idée derrière, c'est de les revendre avec une plus-value à terme. Alors le private equity n'est pas complètement décorrélé des marchés boursiers, même si ça l'est dans une certaine mesure, entre autres parce que les méthodes d'évaluation des boîtes se rapprochent souvent de celles utilisées sur les marchés boursiers. Le rendement potentiel, il est plutôt élevé, avec généralement entre 12 et 15% annuels sur le long terme. Sinon, la volatilité à long terme, elle est plutôt faible, en tout cas par rapport à la bourse, puisqu'elle est réduite à peu près de moitié. Bon, je te dis ça, mais le niveau de risque en soi, il reste assez élevé, parce que toutes les entreprises ne réussissent pas. Du coup, si elles font faillite, bah, tu perds tes billes. À savoir que ce type d'investissement-là, t'y vas clairement pas pour la liquidité. Alors, sans aller jusqu'à dire que tu te maries avec, généralement, ton argent reste bloqué sur plusieurs années, donc faut surtout pas y mettre des fonds dont tu peux avoir besoin à court terme. Et la barrière à l'entrée là-dessus, elle est gigantesque. Et même s'il y a des mesures en place pour les réduire, souvent ce sera pas moins de 100 000 €. Et à côté de ça, t'as aussi un cadre réglementaire strict qui bloque l'accès aux investisseurs non qualifiés, en plus du fait d'avoir besoin d'un niveau de connaissance élevé en la matière. Concernant les crypto-monnaies, on n'a pas vraiment de corrélation avec l'immobilier, mais avec la bourse, le lien s'est rapproché, entre autres à cause d'une adoption institutionnelle dans divers pays, j'entends. Et puis aussi à cause de cette fameuse psychologie des marchés, dont tu as probablement déjà entendu parler, c'est-à-dire les comportements des investisseurs face aux fluctuations des cours, qui restent toujours la même en fait. Par contre, le rendement auquel on peut s'attendre, je t'apprends sûrement rien, le potentiel est énorme, notamment quand tu paries sur la montée du cours. Alors ça peut faire flop, ce qui sera souvent le cas, mais si le cours prend de la valeur, on peut vite atteindre des dimensions astronomiques. Bon, le risque et la volatilité, ça va un peu avec, tu le connais probablement. En revanche, les cryptos ont l'avantage d'être très liquides, grâce à toutes les plateformes d'échange qui existent, sachant que la plupart des devises sont échangeables. Donc ça, c'est cool. De même que les barrières à l'entrée, t'en as très peu. Autant de tickets d'entrée que les prérequis propres à l'investisseur. Je veux dire, n'importe qui peut y accéder. Enfin, n'importe qui. Faut quand même avoir assez de connaissances pour comprendre le fonctionnement et les risques liés aux crypto-monnaies, qui est pas forcément simple pour les novices, surtout quand on n'est pas très technique. Les métaux précieux, alors là bien sûr je parle d'or, mais pas que, il y a aussi l'argent, le platinium, le palladium, le rhodium, etc. Mais bon, effectivement, généralement c'est plutôt d'or dont il est question. Alors ici, le lien avec les marchés financiers traditionnels et l'immobilier, en fait il y a une corrélation, mais ça marche dans le sens inverse, c'est-à-dire que quand l'un chute, l'autre augmente. Enfin surtout avec le dollar. C'est d'ailleurs ce qui lui confère ce statut de valeur refuge, comme on dit. Bon, le rendement t'oublie, hein, clairement, quand t'investis là-dedans, c'est pas pour gagner de l'argent, mais plutôt pour ne pas en perdre. Enfin, sur le long terme, je veux dire. Parce que tu peux avoir des fluctuations du cours sur des périodes restreintes,
Mais si tu regardes sur 20 ans, on est à même pas 3% annuel, quoi. Sinon, la volatilité, alors je dirais qu'elle est modérée, mais en vrai, il faudrait nuancer parce que, bon, bah, si tu prends l'or sur le long terme, si tu compares avec les marchés financiers, ça va. Mais si tu regardes à plus court terme ou si tu prends l'argent, le palladium, etc., bah là, tu vois que c'est bien plus volatile. Après, quand t'as ça pour compléter un portefeuille d'actions, par exemple, bah c'est pas gênant parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, comme on est dans une corrélation inverse au marché boursier, quand il y a une baisse de valeur d'un côté, bah t'as une hausse de l'autre. Donc bon. Pour l'or et l'argent, en général, t'as pas de problème de liquidité, ce qui sera pas forcément le cas des autres métaux précieux, comme le platine par exemple. Et la forme dans laquelle tu les as, ça fait aussi une différence. Genre l'or physique, ce sera plus compliqué de le revendre que l'or papier. Donc ça, c'est bien à savoir aussi. En termes d'accessibilité, j'ai envie de dire c'est moyen. Alors, il n'y a pas de prérequis particulier en tant qu'investisseur, mais pour les petites bourses, c'est pas forcément le plus indiqué parce que tu devras souvent aligner plusieurs milliers d'euros. Quoique parfois tu peux démarrer aussi avec genre 100, 200 euros, mais bon, c'est pas là que la barrière à l'entrée est la plus basse, quoi. Et puis le crowdlending. Alors, si tu connais pas, je te renvoie une vidéo dont je te mettrai le lien en bas, comme ça tu auras une définition claire en 1 minute chrono. Mais en gros, t'investis dans des prêts à des particuliers ou à des entreprises via une plateforme et cet argent t'est remboursé avec des intérêts. Alors pour cette classe d'actifs, t'investis dans l'économie réelle, donc il n'y a pas vraiment de corrélation avec la bourse et l'immobilier, sauf si t'investis en crowdlending immobilier ou crowdfunding immobilier comme on l'appelle souvent. Le rendement potentiel, il est plutôt élevé, enfin je dis ça, en fait c'est plutôt une fourchette qui va de 6-7% à 18-20%, mais en moyenne ça va plutôt tourner autour de 10%. Côté volatilité et risque, alors je dirais que c'est un niveau modéré, mais ça mérite une petite précision. Je m'explique. La volatilité, elle est pas inexistante, mais elle est vachement faible. Et ça, c'est dû au fait que t'investis dans des prêts, donc t'as un calendrier de remboursement fixé à l'avance. Du coup, quoi qu'il arrive, ça tombe tous les mois. Cela dit, cette absence de volatilité, elle est nuancée par le risque qui, lui, existe bien et qui est pas à négliger, déjà à cause du fait que c'est un secteur jeune. Et puis si t'as pas appris à faire le tri au moment d'investir, là aussi tu peux te retrouver seul avec ta chance. Sinon, la liquidité, elle est assez variable selon les plateformes. T'en as certaines qui sont très liquides, genre tu peux retirer toutes tes billes à tout moment. Et puis t'as d'autres plateformes où t'as beaucoup moins de possibilités pour ça. Et là, ça varie pas mal. Quoique ça, c'est des facteurs qui sont contrôlables. En crowdlending, j'entends. Et l'accessibilité, c'est sûrement l'un des aspects les plus attractifs de cette classe d'actifs-là, parce que le plus souvent, tu peux y aller même avec un tout petit budget. Faut savoir que ça commence à 1 euro. En plus du fait de pas avoir besoin d'un niveau de connaissance de dingue pour se lancer. Si je te fais un résumé de cette petite analyse comparative, en fait, si on prend l'analyse dans l'autre sens, c'est-à-dire si on compare les actifs par rapport aux critères et pas l'inverse, si tu cherches un actif le plus décorrélé possible des trucs traditionnels, c'est les métaux précieux, enfin surtout l'or, et le crowdlending qui se distingue du reste. Côté rendement, par contre, c'est les cryptos qui sont les plus intéressantes, et de loin. Sinon, l'or, pour minimiser le risque, c'est probablement la meilleure option. Pour maximiser la liquidité, là, à nouveau, c'est vers les métaux précieux et le crowdlending que tu vas te tourner. Et pour l'accessibilité, c'est clairement crowdlending. Bon, tu vois que ces 4 classes d'actifs ont des profils assez différents, notamment pour le risque et le rendement. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant quand l'idée c'est de diversifier ton portefeuille en t'éloignant des actifs traditionnels. Tu vois aussi que sur la base des critères que j'ai regardés, dans leur ensemble, même si je me suis limitée à une analyse assez sommaire, l'or et le crowdlending apparaissent comme de très bonnes options. Cela dit, si je peux me permettre un zoom sur le crowdlending, que je me permets puisque mon truc c'est justement cette classe d'actifs. Déjà du point de vue du rapport entre le risque et le rendement, le crowdlending se place très bien, ce qui en fait un très bon candidat pour compléter ton allocation d'actifs. C'est vachement accessible dans le sens où, en plus d'un ticket d'entrée souvent très bas, c'est un secteur qui est vraiment pas compliqué à comprendre, ce qui facilite pas mal de choses pour se lancer. Donc quand tu débutes, c'est top. Et puis le crowdlending, c'est aussi la promesse d'un cash flow stable, c'est-à-dire que tu vas avoir de l'argent qui rentre de manière régulière, généralement tous les mois, ce qui est super pour toucher des revenus passifs ou pour capitaliser dessus et jouer sur les intérêts composés. Comment intégrer le crowdlending dans ton portefeuille? Alors, il y a 2 méthodes. La première, c'est à l'arrache, on se lance sans regarder et advienne que pourra. J'ai l'air de rigoler, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Je peux te dire que j'ai appris ma leçon. La deuxième méthode, un peu plus réfléchie, tu l'appliques en prenant compte de quelques éléments importants. Déjà, faut être au clair sur ton profil, genre la composition actuelle de ton portefeuille, ton horizon de placement, ta tolérance au risque, ta situation financière, les objectifs que tu te fixes, etc., etc. Ces aspects-là, t'en as besoin pour déterminer l'importance que t'accorderas au crowdlending dans ton portefeuille. Et du coup, parce qu'on est tous différents, t'auras probablement pas fait pareil que moi en matière d'allocation. Cela dit, il y a quand même 2-3 trucs que j'espère que tu feras.
D'abord, limite la place du crowdlending dans ton portefeuille global. À moins d'avoir une appétence au risque assez élevée, moi à ta place, je mettrais pas forcément plus de 10 à 15%. D'ailleurs, certains conseillent même de limiter à 5%. J'aime beaucoup le crowdlending, évidemment, sinon j'en parlerai pas autant. Mais ça reste considéré comme un investissement exotique. Moins sûr que l'or ou les obligations par exemple. Ensuite, et ça aussi c'est très important, diversifie au sein du crowdlending. Ventile tes sous sur plusieurs types de prêts ou plateformes. D'ailleurs, si ça t'intéresse, sache que tu peux accéder à une formation gratuite via le lien en bas dans la description pour mettre en place une stratégie, pour apprendre à évaluer une plateforme et gagner de l'argent intelligemment. Et tu verras aussi la mienne de stratégie avec mon portefeuille actualisé régulièrement. Et ben voilà, alors si t'as des questions ou des remarques, évidemment, t'hésites pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, puis ben moi d'ici là, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!